De son premier vol en 1980 jusqu'à son dernier en 2011, la navette spatiale a effectué plus de 135 missions plus ou moins importantes, comme des lancements de satellites ou la construction de l'ISS. Durant ce format long, nous allons nous intéresser surtout aux navettes spatiales américaines. Bref, la navette spatiale a connu des réussites comme des échecs. Prêt à explorer cette période historique? C'est parti! Le projet de la navette spatiale a été évoqué suite à la réussite des missions Apollo. Alors que le développement des missions Apollo est terminé, le 30 octobre 1968, la NASA pense à un véhicule capable de placer une charge utile en orbite basse autour de la Terre et de revenir sur cette dernière. Très vite, de nombreux concepts de navettes spatiales sont imaginés et proposés à l'agence spatiale américaine. Il a fallu attendre le 12 avril 1981 pour voir le premier vol inaugural de navette spatiale américaine, la navette Columbia, qui a effectué la mission STS-1. Dès le début de cette nouvelle ère, le coût de développement de ces navettes est très élevé. Chiffré initialement en 1971 à 5,15 milliards de dollars, ce chiffre a finalement atteint les 6,744 milliards de dollars. À la fin de ce programme, le coût total du programme Space Shuttle de la NASA a atteint près de 168,6 milliards d'euros. Voilà, c'est une petite somme, soit l'un des programmes spatiaux le plus cher. 5 navettes spatiales furent construites. Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour. De quoi est composée une navette spatiale américaine? Elle se compose d'un orbiteur pourvu d'ailes qui transportait les différents membres d'équipage ainsi que la cargaison. L'orbiteur était réutilisable et c'est l'un des atouts de ces navettes spatiales. Il transportait la charge utile dans cette grande soute. Il pouvait emporter jusqu'à 25 tonnes. L'autre avantage de ces navettes sont que les portes s'ouvraient sur toute la hauteur, ce qui permettait le transport de grandes masses utiles, comme le télescope spatial Hubble. Et oui, c'est une navette spatiale qui a mis Hubble en orbite, tout comme l'ISS qui a été construite au fur et à mesure. L'orbiteur était long de 37 mètres avec une envergure de 24 mètres. Pour ce qui est de la propulsion, il y en avait plusieurs. Tout d'abord, parlons des boosters et du réservoir externe. Ce dernier a une forme cylindrique de 46,9 mètres et d'un diamètre de 8,4 mètres. Il est accouplé à 2 boosters qui fournissent 71,4% de la poussée totale des moteurs de la navette et qui se détachent du réservoir à une altitude de 46 km, qui correspond à environ 120 secondes après le décollage. Ce réservoir externe est d'ailleurs le seul élément de la navette qui n'est pas réutilisé puisqu'il était détruit au cours de sa chute dans l'atmosphère. Comment se déroule une mission? 3 heures avant le lancement, les astronautes s'installent dans la navette spatiale. Sa dernière était lancée depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Comme la Saturn V qui a envoyé les missions Apollo, une fois en vol, après la séparation des boosters latéraux à 46 km, ils sont récupérés par la NASA dans l'océan Atlantique, à environ 261 km de la base de lancement. Donc l'orbiteur continue son ascension grâce aux 3 SSME qui sont les moteurs principaux de la navette spatiale. 8 minutes et 20 secondes après le décollage, les SSME sont arrêtés. À ce point-là, le réservoir externe se détache de l'orbiteur et il est détruit dans l'atmosphère de la Terre. La navette utilise ses moteurs de correction orbitale, OMS, pour se placer sur l'orbite voulue. Pour le retour sur Terre, les conditions météorologiques doivent être optimales et l'équipage privilégie un atterrissage au centre spatial Kennedy. Tout d'abord, la navette doit réduire sa vitesse en utilisant ses moteurs fusées, ce qui réduit son altitude pour faire sa rentrée atmosphérique. Le dessous de l'appareil, protégé par des tuiles en céramique, formait un bouclier thermique. L'échauffement, produit par la friction de l'air lors de cette rentrée, freinait la navette. Puis, une fois sur une longue piste, un atterrissage l'a freiné à nouveau. Fin de mission. Sauf que ces événements ne sont pas toujours passés comme prévu. 2 accidents spatiaux majeurs se sont produits avec ces navettes spatiales. Challenger. La catastrophe s'est produite le 28 janvier 1986 lorsque la navette spatiale se désintègre pendant le décollage avec 7 astronautes à son bord. 73 secondes après son lancement, cette mission se nommait STS-51L. Pour comprendre cette catastrophe, il faut revenir à la froide matinée de ce jour-là où la température n'excède pas moins 0,5 degrés. Des stalactites étaient même présents sur la tour de lancement le matin de cette catastrophe. Par conséquent, le centre de contrôle décide de reporter la mise à feu de 2 heures, car une navette n'a jamais été lancée par le passé dans un temps aussi glacial. À 9 minutes du décollage, alors que la glace avait fondu, la tour de contrôle vérifie si
si tout fonctionne parfaitement. Ceci est le cas. Donc Challenger est autorisé à voler. Une fois le lancement effectué, pour échapper à la gravité terrestre, Challenger doit accélérer à plus de 28 000 km/h. Pour cela, il faut mettre les moteurs de la navette à pleine puissance. Le centre de contrôle donne ainsi l'ordre. Soudain, à la 73e seconde de vol, immédiatement après la transmission de l'ordre, Challenger est détruite dans une immense boule de feu sous le regard de millions de spectateurs. Cette mission était spéciale car elle emportait la première civile dans l'espace qui s'appelait Krista McAuliffe et qui devait faire un cours de classe dans l'espace sous le regard de ses élèves et plein d'autres. Columbia. La catastrophe s'est produite le 1er février 2003 dans le ciel du Texas et de la Louisiane. 7 astronautes revenaient d'une mission scientifique nommée STS-107. Mais l'orbiteur s'est désintégré en rentrant dans l'atmosphère. L'accident a été causé par la chute d'une mousse isolante au décollage de la fusée qui a percuté le système de protection thermique situé sur l'aile gauche. Lors de sa rentrée atmosphérique, en raison d'une surchauffe de cette même aile gauche, Columbia se brisa. Les 7 astronautes ont perdu la vie dans la catastrophe. Sur une mission classique, la navette emportait de 5 à 7 membres d'équipage, dont un commandant, un pilote, des scientifiques. Ils voyageaient tous à l'avant de l'orbiteur, où se trouvait le poste de pilotage et la cabine où vit l'équipage. Après la construction de l'ISS, considérée trop dangereuse, elles ont été retirées du service en juillet 2011. Depuis cette date, la NASA est contrainte d'utiliser le Soyouz russe pour accéder à l'ISS. Mais pour retrouver son indépendance, en 2014, elle sélectionne Boeing et SpaceX, avec d'un côté la CST-100 Starliner et de l'autre la Crew Dragon. Pour plus de détails, j'ai fait une vidéo sur SpaceX vs Boeing qui s'affiche en haut à droite. Mais saviez-vous que les Américains ne sont pas les seuls à avoir essayé ou construit des navettes spatiales? En voyant la réussite des Américains pour mettre en orbite leur navette spatiale en pleine guerre froide, les Soviétiques croyaient que ces dernières servaient à des fins militaires pour attaquer l'URSS. Donc ils lancèrent le programme Buran en 1976. Mais ce que la NASA savait, c'est que cela coûtait très cher de lancer des navettes spatiales. Ce projet a donc été le plus important et le plus coûteux de l'histoire de l'exploration spatiale soviétique. Ce qui va d'ailleurs faire de ce programme un échec. Buran était lancé de la base de Baïkonour et aurait pu mettre en orbite 30 000 kilos. La construction de la navette a débuté en 1980 et en 1984, l'unique et premier modèle fut sorti des usines. Mais elle n'a volé que le 15 novembre 1988. Sachant que l'URSS était en train de s'écrouler avec la chute du mur de Berlin en 1989, ce programme n'a pas vraiment vu le jour. Aujourd'hui, un exemplaire de Buran non terminé ne se trouve pas très loin de la base de Baïkonour, mais il est strictement interdit d'y pénétrer. Si les vidéos existent encore, je vous mettrai dans la description les vidéos de Cyril et du Grand JD qui ont pris des risques pour aller explorer cet entrepôt. D'autres pays ont déjà essayé d'avoir leur propre navette spatiale, comme l'Europe et plus particulièrement la France, avec le projet Hermès qui a été abandonné en 1992. Hermès devait être lancé par une fusée Ariane 5. La Russie a voulu aussi essayer de remplacer son Soyouz par la navette spatiale Clipper qui a été abandonnée en 2008. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce format long. Si vous a plu, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire si vous avez aimé ce format long. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. À plus.